bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invité Gamal Hossein-Bux, candidat aux élections sénatoriales de 2014. Le Conseil constitutionnel a rendu inéligible Gamal Hossein-Bux pour une durée de 3 ans. Je rappelle qu'il était candidat donc, aux dernières élections sénatoriales. Que s'est-il réellement passé? Comment le plus jeune politicien de Guyane se défend sur cette affaire? La réponse juste après le journal, tout en images. A tout de suite. Le 29 avril 1945, nouvelle carte d'électeur en poche, 12 millions de femmes françaises votent pour la première fois de leur histoire lors des élections municipales. Cet après-midi, le préfet Eric Speed et la directrice de la direction de la jeunesse des sports ont organisé une cérémonie de commémoration du 70e anniversaire du vote des femmes en France. Je crois qu'il faut jouir de ses droits, absolument. Et pas seulement par devoir, mais aussi parce que il est nécessaire, étant donné leur poids, leur rôle, de porter leur contribution à l'évolution de la société. Elles doivent être convaincues qu'elles ont leur mot à dire, convaincues qu'elles doivent choisir et décider de l'avenir, de notre présent et de l'avenir de leurs enfants. Les femmes ont beaucoup un rôle important à jouer. Il faut, étant donné leur importance, leur implication dans notre société, la charge qu'elles portent au quotidien, moi je pense au contraire que les femmes doivent absolument exercer ce droit qui a été chèrement acquis par des militantes et des femmes engagées qui ont tout fait pour qu'il y ait l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'il faut d'une part se souvenir de cela, et la meilleure façon de commémorer un tel événement, c'est d'exercer ce droit. Cette année-ci, nous aurons des élections, 70e anniversaire, et bien moi j'espère que les femmes seront nombreuses à voter. Si la France faisait partie des pionniers en Europe pour établir le suffrage universel masculin en 1848, elle a paru en queue de peloton pour reconnaître aux femmes leurs droits politiques. Les lois changent, évoluent en faveur des femmes, mais force est de constater que dans notre pays, il y a encore un certain nombre de mentalités rétrogrades qui s'expriment d'ailleurs à la radio ou même à l'Assemblée nationale. Et il y a des propos inadmissibles qui sont tenus sur des femmes élues. Et donc j'ai dit que c'était un travail de fond qui passait par l'éducation, par l'école, par la famille, pour que ces mentalités évoluent, pour qu'on ait un véritable droit des femmes. Le 29 avril 1945 est une date symbolique dans l'histoire de l'égalité entre les hommes et les femmes en France. Hier matin à Paris, un texte a été signé suite à une très longue réunion entre la ministre des Outre-mer, les parlementaires guyanais, le président de région et les représentants des régions Martinique et Guadeloupe. Cette réunion aura permis d'arriver à faire accepter aux Antillais la protection de 7 produits locaux et surtout à ne pas bloquer le processus de l'octroi de mer. Les socioprofessionnels se sont réjouis de cette première victoire. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'exemple de l'octroi de mer nous a montré que si nous parions effectivement de la même voie, les socioprofessionnels, nous pouvions entraîner les élus dans notre sillage et obtenir des choses. Ce qui s'est passé, alors c'est une bataille qu'on a gagnée aujourd'hui. L'idée effectivement, c'est de, constatant qu'une fois unis, on arrive à avancer de meilleure façon, c'est de prendre tous les problèmes les uns après les autres et de tenter d'avancer pour renverser ce qui n'a pas pu être fait depuis plusieurs mois ou plusieurs années. La Guyane ne fera donc pas partie intégrante du marché unique antillais, comme l'avait initialement imaginé le gouvernement. Pour la première fois regroupés en plateforme unique, les socioprofessionnels ont listé 15 autres points de revendication, dont le paiement de la commande publique, l'aide au fret, le chantier du BTP. Ils réfléchissent aux actions qui devront être réalisées. Un détonateur, si je puis dire, qui est le sujet d'octroi de mer, qui aujourd'hui, si on le laissait ce projet de loi en l'état, allait clairement phagocyter le développement de la Guyane et l'empêcher de se développer. Et autant vous dire qu'il y aurait eu énormément de casse à l'emploi en Guyane, puisque les industries n'auraient eu aucune chance de se développer et de survivre. Et ce sujet de l'octroi de mer a permis en fin de compte de faire émerger une multitude d'autres sujets qui causent beaucoup de problèmes en Guyane, dont on a fourni une liste qui comprend au moins une quinzaine de points. Déjà, c'est une première de clairement lister les points, parce que en ordre dispersé, on n'avance pas correctement. Aujourd'hui, les points sont listés. Les socioprofessionnels commencent à bien comprendre que c'est avec l'union que nous obtiendrons des choses et que nous ferons prendre conscience de tous les problèmes auprès des décideurs qui sont en métropole et puis aussi vis-à-vis de nos élus locaux.
qu'ils comprennent bien, il faut qu'ils aient à l'esprit que le territoire ne se bâtira pas sans une économie solide. Et s'il n'y a pas d'économie, il ne peut pas y avoir une Guyane qui soit forte et donc il ne pourra pas y avoir de politique forte en Guyane. Ces produits locaux dits sensibles bénéficieront d'une taxation à l'importation. Le gouvernement inscrira dans le projet de loi sur l'octroi de mer, qui doit être voté d'ici le 30 juin, les amendements. Les vacances de Pâques sont arrivées et avec elles les activités de plein air. La 8e édition de Pâques au sport organisée par le service des sports de Cayenne a commencé ce lundi. Pendant toute une semaine, les enfants de 7 à 11 ans découvrent plusieurs activités sportives. Aujourd'hui, là, par exemple, nous avons 4 activités par jour. Donc aujourd'hui, nous avons du double dutch, où les enfants vont s'initier à sauter entre 2 cordes. Nous avons du basket, les enfants sont initiés aussi à lancer, à travailler un petit peu la balle à la main. Nous avons du karaté et aussi du rugby. Ce sont des activités proposées par le service des sports de la ville de Cayenne, en collaboration avec les associations, dont le but est de faire les enfants découvrir des activités et aussi les inciter à pratiquer le sport et puis les orienter vers les associations sportives. Si l'enfant il adhère au basket ou au rugby. Basket, double dutch, rugby et bien d'autres activités sont mises en avant. Les objectifs d'une telle manifestation sont multiples. Avec le Pâques au sport, certains enfants vont pratiquer le karaté, le rugby qu'ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup d'a priori pour certains enfants qui ne vont pas faire de double dutch, qui ne vont pas forcément faire du basket parce qu'ils auront peur du contact, etc. Et en découvrant, en étant initiés à ce genre de sport, eh ben, les clubs derrière ça peuvent, et les enfants aussi, peuvent se dire « Ah ben finalement j'aime bien, finalement je veux pratiquer ». Retour vers les parents, maman je veux faire du rugby, maman je veux faire du karaté. Pendant les 2 semaines de Pâques au sport, près de 200 enfants par jour sont attendus sur les différents plateaux. Mais vous allez voir, comme elle dégage d'un côté... En cette période de vacances scolaires, les enfants ont du temps pour pratiquer d'autres activités. Parmi elles, le club d'aïkido de Montlucas propose un stage initiatique inédit en Guyane pour les petits. Cette année, en fait, on a eu beaucoup d'enfants qui se sont inscrits au sein du club, donc de l'Aikikai de Guyane. Et en fait, une trentaine d'enfants à peu près. Et en fait, il y a eu une demande un petit peu des parents d'organiser un stage spécifique pour les enfants pendant les vacances. On voit un petit peu les bases parce que cette année, en fait, il y a 26 nouveaux qui ont commencé l'aïkido pour la première fois cette année et 3 anciens qui ont commencé l'aïkido il y a à peu près 3 ans. Donc on revoit les bases, les déplacements, les chutes et les techniques. Voilà. Kata, maîtrise des armes ou du combat sont au programme. Apprendre l'aïkido aux enfants n'est pas chose facile. Pour y arriver, une approche particulière est nécessaire. C'est juste la manière qui est un petit peu plus ludique de l'aborder. Plus dynamique, je pense aussi. Ils apprennent bien les gestes, ils font beaucoup de déplacements, mais toute la discipline est comprise vraiment dans le cours enfant. C'est pas, on ne le réduit pas à des jeux ou d'autres formes pour éduquer. L'éducation, puisqu'il y a quand même une valeur éducative du corps. Donc à l'intérieur des techniques. Ils font la même chose que les adultes. L'aïkido, un sport qui reste encore méconnu en Guyane. Aujourd'hui, les clubs ne se limitent pas à la formation des adultes. L'avenir de cet art martial passe par la jeunesse. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Gamal Hossenbux. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez candidat aux dernières élections sénatoriales. Le Conseil constitutionnel vous a rendu inéligible pendant 3 ans. Que s'est-il réellement passé? Vous n'avez pas déposé de compte de campagne pendant les délais impartis, c'est ce qu'on vous reproche. On parlera d'attestation d'absence et de dépenses de recettes établies par un mandataire financier. Comment vous défendez notamment sur ces 2 choses-là? Donc déjà dans un premier temps, effectivement, comme je l'expliquais, c'est une négligence maladroite. Mon métier, c'est pas un politique avant tout. Hein. Vous avez toujours su, je suis dans le secteur privé. Chaque jour, je me lève,
j'ai des obligations de résultat et effectivement, il y a une petite négligence maladroite de ce côté et on a oublié effectivement de produire ces attestations. À partir de là, moi j'estime qu'effectivement, il est normal qu'il y ait sanction. La peine, selon moi, est largement disproportionnée parce que 3 ans d'inéligibilité pour un petit candidat qui s'est déclaré à la dernière minute, qui n'a fait que campagne que 20 jours, les dépenses n'étaient pas énormes, numéro 1. Secondo, ça coûte rien au système. Il faut savoir une chose, le seul intérêt pour un candidat vaincu de déposer ses comptes de campagne, c'est de se faire rembourser les frais avancés. Donc, il atteint plus de 5%. C'est ça, et c'était mon cas. Donc ça veut dire que j'ai renoncé à mon remboursement et je ne fais pas de la politique avec sur le dos des contribuables. Ça, il faut le comprendre parce que bon, j'aime apporter quand même quelques éclaircies sur ce domaine-là. Il faut comprendre aussi que c'est une loi qui est rentrée en vigueur en 2011 avec le paquet électoral. Donc avant 2011, eh bien, il n'était pas nécessaire de déposer ses comptes de campagne pour les sénateurs. À partir de 2011, on a pensé que c'était nécessaire, même si effectivement cette réglementation elle est obsolète. Donc je comprends encore une fois qu'il y ait eu sanction. Elle est obsolète pourquoi? Parce que la quasi-totalité des candidats, comme vous le savez, se sont déclarés candidats 6 mois auparavant. La preuve, quand je me suis déclaré candidat 20 jours dans la période réglementaire, tout le monde a trouvé ça anormal. Donc tous les candidats étaient en campagne depuis 6 mois. Ils ont utilisé leur mandat d'élus locaux pour faire campagne, ce qui n'est pas normal comme vous le savez. Mais comme on va dire que c'est rentré dans nos coutumes électorales locales, vous comprenez bien que sur leur dépôt de compte de campagne, ils n'ont pas fait apparaître les mouvements de pré-campagne qui ont été réalisés 6 mois avant la vraie échéance. Donc en l'occurrence... vous acceptez effectivement la sanction. Oui, elle est normale. D'un point de vue réglementaire, j'ai fauté. Aujourd'hui, quel sera votre mode de défense malgré tout? Qu'est-ce que vous dites? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un recours quand même au Conseil constitutionnel pour me défendre parce qu'effectivement, la sanction, je la comprends. D'un point de vue réglementaire, il y a faute. Oui, mais logiquement, comme je vous ai dit, il faut savoir une chose. Le remboursement des comptes de campagne pour les candidats vaincus, ça coûte 3 millions d'euros au système. Voilà. Moi, ça coûtait rien du tout, dans mon cas. Et en l'occurrence, je compte me défendre en faisant ce recours parce que j'estime qu'il n'y a pas de préjudice. Voilà, il n'y a pas eu fraude, il n'y a pas de préjudice. Je n'ai pas été financé par aucun parti. Comme vous le savez, c'était une candidature citoyenne. C'était moi en tant que citoyen. Donc, c'est pas un parti, ça ne rentre pas dans les comptes d'un parti. Secondo, je vais faire ce recours pour solliciter la clémence. Est-ce que ça veut dire, comment vous le ressentez ça? Est-ce que ça veut dire que quelque part l'État français n'aime pas les candidats qui débarquent comme ça seuls? Je sais pas, comment vous le ressentez ça aujourd'hui? Non, je dirais pas qu'il y a... Je pense que effectivement, bon, on a des ayatollahs de la réglementation. Vous savez, des gras de papier qui malheureusement ont oublié... Ils ont un manque il y a un manque quant à la notion de rentabilité, d'efficacité. Et si effectivement on se rend compte dans ce genre d'histoire que si la rentabilité et l'efficacité étaient la chose que l'on demandait, on n'aurait pas sanctionné un candidat pour pas vouloir se faire rembourser. Dans le cadre où il n'a pas, parce qu'il y a l'importance majeure des comptes de campagne, c'est 2 choses. Se faire rembourser pour un candidat vaincu, mais pour un candidat qui a gagné, de bien vérifier qu'il n'a pas dépassé le plafond et que effectivement il n'y a pas une injustice et qu'il ne bénéficie pas. Voilà, qu'il y ait une forme de justice qui encadre ces élections. Dans le cadre, encore une fois, comme je le dis, il est coutume localement que 6 mois auparavant, on ait des candidats qui se déclarent. Et là, vous êtes bien d'accord qu'il n'y a pas justice. Encore une fois, vous-même, les médias, les premiers, vous avez été surpris que je me déclare tardivement, mais c'était durant la période. Oui, c'était légal. Et c'était normal. Ça, ma candidature, elle est normale. Je me suis déclaré durant la période où on doit se déclarer. Mais comme on est tellement habitué de voir des candidats qui s'y prennent tant à l'avance, mais avec leur mandat d'élus locaux, parce qu'ils vont se déplacer sur leur mandat d'élus locaux, ils vont faire des pré-campagnes sur leur mandat d'élus locaux et je peux vous garantir que ça ne sera pas spécifié dans les comptes de campagne. D'accord. Alors ça, c'était pour la sanction. Maintenant, parlons politique. Est-ce que vous étiez prêt pour ces élections? Alors, j'ai lu dans le France-Guyane qu'effectivement, les sages m'auraient... des sages vous m'auraient déconseillé, effectivement. Voilà. Ils m'auraient conseillé de ne pas y aller. Donc, effectivement, moi, vous savez, les sages qui m'auraient conseillé, bon, déjà, j'aimerais savoir lesquels. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il faut se rendre compte que sur 2 élections majeures, à savoir les législatives et les sénatoriales, il n'y avait que des candidats de gauche. Il y a un moment donné, les élections sont des moments privilégiés où les partis ne
serait-ce que pour que la démocratie fonctionne correctement, ne serait-ce pour la démocratie, eh bien qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer sur le débat. Je pense que le débat s'enrichit s'il y a une opposition forte. Par contre, il s'appauvrit quand il n'y a pas d'opposition. Et on se rend compte sur 2 élections nationales, à savoir les législatives et les sénatoriales, si je n'avais pas présenté mes candidatures, eh bien on n'aurait eu que des candidats de gauche ou ou qui n'ont pas comme on appelle d'emprise, qui ne sont pas tout simplement identifiés sur l'échiquier politique. Maintenant, si demain matin il s'avère que je dois être inéligible pendant un certain temps, pendant 3 ans, parce que je vais quand même demander à ce que la peine soit raccourcie, mais il s'avère que je sois éligible pendant 3 ans, eh bien on verra comment les soi-disant sages qui se sont prononcés, est-ce qu'ils feront une liste de droite à la future collectivité unique? Vous ne connaissez pas les sages, vous? Non, je reste quand même dubitatif, je sais pas, on n'a pas précisé de nom, l'article n'a pas précisé de nom, mais on verra, puisque les sages, ils vont peut-être présenter une liste à la collectivité, pour la collectivité unique, oui, parce que ce serait embêtant encore qu'on ait que des listes de gauche, donc j'espère que ces sages prendront leurs responsabilités et qu'ils présenteront, moi en tout cas pour mon jeune âge et pour mon jeune parcours politique, j'ai eu le courage de mes convictions, je me suis présenté et je me suis identifié, ça veut dire qu'on sait où est mon identification, mon identification politique, où je me situe dans le jeu politique, et voilà. Les choses sont claires. Les choses sont claires. Est-ce que la politique vous dégoûte aujourd'hui quand il vous arrive ce genre de choses-là? Et puis, pas seulement pour ça d'ailleurs, on va y revenir notamment sur toujours les mêmes. On va y revenir. Est-ce que, après cet incident, on va dire, vous avez un dégoût de la politique aujourd'hui? Je dirais pas que c'est la politique ne me dégoûte pas. Je dirais plutôt que aujourd'hui je suis surpris. Vous savez le système. On est face à une faillite. J'estime encore, c'est mon analyse, mais j'estime qu'on est à la naissance ou à la fin d'une faillite du système en général. Quand le système, les lois sont là pour garantir certaines choses. On appelle on appelle ça le ministère de la Justice, le Conseil constitutionnel, ils sont là pour rendre justice. Quand vous statuez sur des cas comme le mien, où le candidat ne souhaite peut-être pas être remboursé, il n'a pas bénéficié de fonds d'un parti et qu'il y a une sanction aussi lourde, tout le monde peut identifier facilement qu'il y a ici un cas d'injustice. Et à ce moment donné, il n'est pas normal qu'on réagisse de la sorte. Alors on peut sanctionner 3 mois d'inéligibilité, une petite amende, d'un point de vue conformément, réglementairement, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, on statue et le truc. Mais je pense que malheureusement aujourd'hui, on est arrivé dans un moment particulier de l'histoire où tout le monde applique la réglementation comme ça, à la lettre, bêtement. Et effectivement, si on doit aller continuer dans ce sens-là, eh bien, on n'a qu'à remplacer tout simplement les juges par des machines qui vont se faire tomber la réglementation à la lettre. Alors, je vous pose 3 questions, on n'a pas encore trouvé la réponse. Oui. Peut-être que vous avez la réponse. Comment changer le regard des gens sur les politiciens? Comment intéresser les jeunes à la politique? Et enfin, comment faire confiance à un jeune, comme vous, en politique? Les Antilles ont un peu d'avance sur nous. Il y a beaucoup de jeunes politiciens qui ont eu quand même quelques mandats politiques dans les années précédentes. 3 questions. On n'a pas toutes les réponses. Vous avez un début de réponse peut-être? Je dirais pas que j'ai les réponses, mais je pense que la population en général, que ce soit les jeunes ou la population en général, s'intéressera à la politique du moment donné où elle répondra à des questions simples, nettes et précises. Aujourd'hui, on a des spécialistes de la politique politicienne. Les gens, malheureusement... Qui éloignent les gens du débat? Oui, effectivement, le débat est très peu pragmatique. Vous vous rendez compte, la plupart du temps, on parle de réglementation, on parle d'articles, mais en Guyane, il y a un rapport qui est sorti. Les voitures sont 50% plus chères que dans l'Hexagone, les assurances plus chères. Il faut savoir que 90% de nos compatriotes ne pourront jamais accéder à la propriété en Guyane, qu'on a ouvert nos marchés à l'Hexagone. La plupart du temps, ce sont des expatriés qui font des acquisitions localement. Le logement est devenu un produit financier. Et quand aucun politique ne parle de ce genre de problème, ça leur semble lointain. C'est ça le problème. C'est propre à la Guyane, ça, d'après vous, ou pas? Je pense que... On est un département à part. On est un département à part. Mais effectivement, je dois reconnaître que dans l'Hexagone, parfois je suis des débats sur certains
magazine culturel. Et déjà, ne serait-ce un truc très simple. Bon, dans l'Hexagone, on voit facilement des hommes politiques qui parlent en français facile. Nous, en Guyane, je ne sais pas si vous avez remarqué, on utilise des formules très complexes. On veut élitiser le débat. Volontairement, vous savez pourquoi? Parce qu'on veut expliquer que le petit citoyen n'a pas son mot à dire dans le débat politique. En élitisant tellement le débat, on fait une grande démarcation entre le peuple et la classe politique. Et comme ça, même si un petit citoyen a envie... Voilà, comme ça, le petit citoyen se met d'emblée sur le banc de touche. Parce qu'il va se dire, et même s'il voudra faire de la politique, imaginez un jeune de 22 ans. Mettez-vous dans la peau d'un jeune de 22 ans qui veut faire de la politique. Il a toute sa vie à construire. Il va dire à ses parents, oui, je veux faire de la politique. Ses parents vont lui dire, écoute, tu t'exposes. Tu vas peut-être il y aura des répercussions à ton exposition. Tu vas peut-être pas trouver un travail. Si tu veux monter une activité, tu vas te fermer le nombre de marchés potentiels. Eh bien, ce jeune-là, il va y réfléchir à deux fois. Et après, ses parents lui disent, oui, mais tu vois, tu t'exprimes pas comme ce monsieur-là à la télé. Il y a un champ lexical de mots à utiliser. Il y a une manière, une posture. Et justement, je pense qu'on élitise le débat volontairement en Guyane pour mettre de côté tout un pan de la population et ne pas bénéficier de leur savoir empirique. Alors, sur comment faire confiance à un jeune politique, est-ce que sur le coup, disons les choses franchement, est-ce que vous étiez peut-être pas un peu trop pressé d'y aller seul? Est-ce qu'il ne faut pas attendre dans un grand parti, faire ses armes et ensuite montrer à la population justement qu'on a fait ses armes? Peut-être que ce n'est pas ce choix-là que vous avez fait un autre choix. Pourquoi? Alors déjà, j'ai été soutenu quand même, ma candidature a été soutenue par un certain nombre de mouvements, numéro 1. Secondo, non, je reste convaincu que... Mouvement n'est pas grand parti. Grand parti, effectivement, aujourd'hui, vous-même... Vous me direz, il n'y a pas 10 000 partis en Guyane. Il n'y a pas 10 000 partis déjà, numéro 1. Oui. Secondo... Si vous n'êtes pas dans la philosophie du parti, vous ne pourrez pas y aller, c'est ça? Non, je suis dans la philosophie. Moi, j'ai toujours été dans la philosophie du parti. J'ai toujours été encarté, encore une fois, dans un parti. Oui, tout à fait. J'ai toujours présenté ma couleur politique, donc j'ai toujours été identifiable parce que je suis contre les candidats, justement, qui n'identifient pas parce que ça mange un petit peu à tous les râteliers. Et encore une fois, c'est pas productif et pas fructueux pour le débat politique. Oui. Mais pour revenir à la question, eh bien, non. Je pense que, justement, qu'est-ce qu'on veut dire à notre jeunesse? Aujourd'hui, il faut comprendre une chose. En Guyane, on a des jeunes personnes qui sont très bien diplômées et aujourd'hui, elles n'ont pas 10 000 débouchés. Soit elles rentrent dans la fonction publique parce que c'est là où elles peuvent mener à bien une carrière. C'est de plus en plus difficile. Et encore, c'est de plus en plus difficile. Soit elles rentrent en tant qu'enseignants et là aussi ils peuvent mener une carrière. Mais dans le service privé, eh bien, il y a un problème. Il y a deux échelons. Après, dès qu'on devient chef d'équipe ou pas plus, c'est la Martinique qui gère. Ce sont des grandes boîtes en Martinique ou dans l'Hexagone qui gèrent. Ça, c'est la réalité guyanaise. Ça, c'est la réalité. Maintenant, moi, j'ai voulu défendre des idées simples, nettes et claires. J'ai voulu expliquer un certain nombre de choses que je ne me retrouvais pas dans certains discours politiques. Je suis allé aux élections, vous voyez, comme je vous ai dit, aujourd'hui, ne serait-ce que de dire en Guyane qu'il y a une misère silencieuse qui sévit, il y a des artisans qui vivent avec moins de 800 € par mois, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ne serait-ce que ça, aucun politique ne le dit. Pourtant, c'est la réalité des gens qui croient en leur département, qui vont dans le monde de l'entreprise et qui n'arrivent pas à vivre à la fin du mois, qui ne seront jamais propriétaires. On continue à faire de la défiscalisation Gérardin, du cellier. C'est pas les Guyanais qui en profitent en priorité. Ce sont des expatriés dans l'Hexagone. Est-ce que ce n'est pas au peuple de se réveiller, d'aller dans la rue, de dire stop, voilà. Est-ce que c'est pour ça que je parlais de département à part? Est-ce que ici on laisse faire plus facilement certaines choses qu'aux Antilles, par exemple, en Martinique ou en Guadeloupe? Je pense que effectivement, alors ça, encore une fois, ça ne me concerne que moi, mais c'est mon analyse. Vous savez, j'avais reçu une fois un député maire UMP qui m'avait dit que lorsqu'il est arrivé en Guyane et qu'il a vu un petit peu nos chiffres, nos statistiques, il avait été tout simplement choqué, surpris. Et pourquoi? Parce qu'il estimait que lui, qui était maire depuis 30 ans dans l'Hexagone, qui avait été président de département, eh bien, lui, quand les chiffres du chômage atteignaient 12% chez les jeunes, il se cramponnait à sa chaise et il avait peur. Il avait peur parce que quand ces chiffres allaient sortir, il avait peur d'une émeute dans la rue. C'est vrai que je pense qu'on a une population qui a abdiqué. Il y a une population qui, aujourd'hui, ne sait plus... quoi faire, comment faire, et par fatalisme boude les urnes, pourtant c'est là la solution. Et
le problème aussi, c'est que vous vous rendez compte que la Guyane aujourd'hui, moi je vais dans les quartiers, je vais auprès des petits artisans parce que c'est là, moi c'est les petits artisans, le monde économique, c'est ces gens-là qu'il faut donner les moyens de travailler. Et vous vous rendez compte que ces gens-là aujourd'hui, ils ont des proverbes du type la Guyane est une bonne belle maman, mais une mauvaise mère. Les gens, ils se rendent compte qu'on construit la Guyane sans les Guyanais. Et quelle politique dit ça? Quelle politique dit qu'à un moment donné, quand on met du cellier, du jardin en place, eh bien il faut que ça serve en priorité à nos compatriotes guyanais. Quitte à faire de la défiscalisation, ok, eh bien, mais mettons en face des prêts immobiliers pour un premier logement à nos compatriotes. Et moi, si j'ai voulu me lancer en politique, si j'ai voulu, comment dirais-je, faire de la politique, c'est parce que je pense qu'il y a toutes ces idées à défendre. Il y a maintenant, effectivement, aujourd'hui, vous savez, on a tellement, comment dirais-je, on a eu des mouvements politiques type indépendantistes. C'est pas que j'ai quelque chose contre les indépendantistes, loin de là, parce qu'effectivement, ils ont permis un certain nombre de choses, notamment la mise en place d'un drapeau guyanais qui est une nécessité, même, je dirais, même à l'époque. C'est pour ce drapeau guyanais. J'irais même jusqu'à une armoirie. On en refera un autre débat. Non, mais on n'aura pas le temps ce soir. J'irais même plus loin. Je pense qu'en Guyane, il nous aurait fallu une armoirie régionale. Je pense que c'est ce qu'il fallait. Mais on y reviendra. Mais je reviens sur, vous savez, avec ces sursauts indépendantistes, on a fabriqué quoi? Une nation apatride. Aujourd'hui, vous voyez notre population, on a des communautés. C'est les communautés qui font la loi. Quand les politiques se déplacent, ils parlent à des communautés, ils ne parlent pas à la Guyane. Ils parlent à telle communauté, ils ont un discours pour telle communauté, ils ont un discours pour telle communauté. On ne parle pas à la Guyane parce qu'on sait que cette multiculturalité est en train de tout simplement montrer ses limites. Et moi, dans tout ce que j'ai essayé de faire, c'était ça le discours. Donc je ne pense pas effectivement au regard des grandes difficultés qu'on va rencontrer dans les années à venir, la montée de l'insécurité ou autre, je ne pense pas qu'une personne qui défend des sujets comme celle-ci, parce qu'elle est jeune, eh bien, elle n'a pas le droit d'exprimer ses idées. Ça sera l'occasion pour nous de vous recevoir à nouveau, mais cette fois pour parler de la collectivité territoriale de Guyane. Il y a tellement à dire. Il y aura des débats, bien sûr, ici même, sur ATG. Gamal Hossein-Bux, merci d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Je rappelle que vous étiez candidat aux dernières élections sénatoriales et que le Conseil constitutionnel vous rend inéligible pendant 3 ans, mais vous défendez sur ce cas-là. Et à la question, êtes-vous dégoûté par la politique? Je peux dire non. Lorsque j'écoute vos réponses aujourd'hui, on est d'accord, non, vous n'êtes pas dégoûté par la politique. Vous avez encore envie d'en faire ici en Guyane? Oui. D'accord, très bien, très bien. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau et à très bientôt, notamment pour la collectivité territoriale. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. On aura l'occasion de recevoir tous les politiciens, mais pas seulement, des débats avec des jeunes, des débats avec la population guyanaise sur les plateaux d'ATG. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir, à très bientôt. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi du Dom Laquezotte, présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée, à demain sur ATG.